Bienvenue dans la deuxième partie du débat consacré aux conséquences de la démission d'Ivan Rogers, ambassadeur britannique auprès de l'Union européenne, sur la politique de Theresa May et le Brexit. Un Brexit dur, comme l'avait annoncé Theresa May, est-il encore possible? Un Brexit à quel rythme? Je retrouve mes invités. David Coburn, vous êtes toujours avec nous. Un Brexit dur est-il encore possible? Oui, évidemment. Nous avons un Brexit dur. Madame May, elle veut ça. Monsieur Farage veut ça. Le pays veut ça. On n'en est pas sûr de ce que veut Madame May, justement, David Coburn. On n'en est pas sûr qu'elle veuille ça véritablement. Encore? On n'en est pas sûr que Theresa May veuille véritablement un Brexit dur. Mais pourquoi elle ne le dit pas? Pourquoi ne le dit-elle pas? Je suis sûr qu'elle veut un Brexit dur. Et c'est nécessaire, autrement le Parti conservateur est déchiré en plusieurs partis. Nous avons UKIP à derrière juste pour assurer que le Parti conservateur fait le Brexit dur. Donc, elle avait peur qu'il y ait les élections et peut-être les problèmes s'il ne pas faire ça. Et sa partie s'est divisée au sujet de ça. Alex Taylor, un Brexit dur était encore possible? Je trouve ça quand même... C'est ce qu'elle avait affiché, effectivement. Elle a mis en place une date butoir qui est le 31 mars. Elle utilise des slogans. Le dernier slogan en date, c'était même pas ça. C'était un red, white and blue, un Brexit. Un Brexit bleu, blanc, rouge. Enfin, nous, on fait les couleurs dans un autre... Je trouve ça quand même assez un Brexit honteux. Bon pour les affaires. Oui, mais je trouve ça assez honteux. Bon pour les affaires. Donc Brexit dur, nous dit le membre de l'UKIP. Oui, mais par exemple, UKIP même n'a jamais vraiment proposé un plan. Pourquoi Nigel Farage a-t-il démissionné tout de suite après sa plus grande victoire? Parce qu'il n'y a pas de plan. On ne sait pas ce que vous voulez, tous les Brexiteurs. Ils ne sont pas d'accord entre eux. On ne sait pas où on va. Nous avons un plan, monsieur. Dites-le nous, parce qu'on aimerait bien le savoir. Et dites-le surtout à Theresa May. Pourquoi elle l'annonce pas? Qu'est-ce qui empêcherait Theresa May, si elle avait un plan, de le dire, effectivement, nous voulons ceci et nous voulons cela? Je ne comprends pas pourquoi elle ne le dit pas tout de suite. Nous sommes en train de parler de l'avenir économique de mon pays. Et il faut savoir, parce que c'est très simple de dire nous allons partir de l'Europe, claironner partout, nous quittons l'Union européenne, nous quittons le marché unique parce qu'on n'en veut plus. C'était un objectif électoraliste au départ. Je ne sais pas si M. Coburn a passé... Moi, j'ai passé 20 ans au Parlement européen. J'ai lu des traités, des textes. Je ne sais pas si vous avez négocié des traités. C'est rudement difficile. C'est pour ça que Rogers parlait de 10 ans. Effectivement, je crois qu'il n'a pas de temps pour négocier l'avenir. Que va devenir l'économie britannique? Moi, je me souviens, juste pour finir, moi, je suis arrivé en France il y a 30 ans, j'ai quitté mon pays quand c'était l'homme malade de l'Europe, au moment où nous venions seulement, nous quémandions l'entrée dans l'Union européenne. Nous sommes maintenant la 5e puissance, nous sommes tombés à 7e puissance depuis le vote sur le Brexit. Donc l'Europe a profité au Royaume-Uni, grâce à notre présence dans l'Union européenne. Il y a beaucoup de... Quand on parle, encore une fois, je vais vous renvoyer votre question parce qu'on ne sait pas trop quand on parle de Brexit dur ou pas. Non, mais c'est ce qu'elle a affiché, Pierre Briançon. Donc, est-ce qu'on peut aujourd'hui faire encore un Brexit dur? Donc, qui démarrera le 31 mars. Je ne sais pas ce que c'est qu'un Brexit dur. Le 31 mars, ce n'est pas du tout une date que Theresa May a fixée. C'est les Européens qui l'ont poussé à se prononcer, à déclencher l'article 50 au début de 2017. Tous les Européens l'ont poussé à faire ça. Elle aurait bien fait traîner les choses. La question maintenant, on a dit qu'elle veut un Brexit dur parce qu'elle a déclaré très vite qu'elle ne transigerait pas. Son interprétation du référendum sur la sortie de l'Union européenne, c'est que les Anglais sont très arc-boutés sur la nécessité du contrôle de l'immigration. Donc elle en fait quelque chose qui est très peu négociable. Elle veut un retour du contrôle de l'immigration sous la tutelle du gouvernement britannique. Les Européens répondent. On le sait, on connaît le vieux débat. Ça, c'est la remise en cause de Schengen. Contrôle de l'immigration, une des quatre libertés fondamentales du marché unique, veut dire... La Grande-Bretagne n'est même pas dans Schengen. C'est pas une question de Schengen. Contrôle de l'immigration veut dire on sort du marché unique. Fait partie des 4 libertés fondamentales qui fondent le marché unique. Donc libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne. Dès lors qu'elle a dit il n'y aura pas de libre circulation, ça définit une espèce de Brexit. Les Européens n'ont aucune raison, n'ont pas envie, pas l'intérêt... Et d'ailleurs, trouverait juridiquement très difficile de compromettre là-dessus parce que voilà, elle a choisi d'interpréter le référendum. Elle n'a pas entièrement tort d'ailleurs. Là, vous parlez d'un aspect, donc pas de l'immigration. Non, parce que c'est l'aspect qui gouverne tous les autres. C'est dès lors qu'elle est arc-boutée sur l'immigration, les autres ne céderont rien sur le marché intérieur. Donc, ils vont sortir
complètement, au bout des 2 ans de négociations, encore une fois, négociations de comment on paye les retraites des fonctionnaires européens qui sont britanniques, comment, encore une fois, c'est le partage de la vaisselle. Quand on aura partagé la vaisselle, on va parler des choses sérieuses, et c'est là qu'ils ont très peu de compétences intellectuelles et pratiques pour le faire. Jean-Dominique Giuliani, donc il y a un processus en cours, incontournable, irréversible, je veux dire. C'est un divorce qui est réglé par l'article 50 du traité européen. Et donc un divorce, c'est douloureux et coûteux. Ça va coûter cher. Ça va coûter cher, spécialement au Royaume-Uni. Quoi qu'en dise... Et divorce, il y aura. Et divorce, il y aura, puisque ce pays qui est la plus vieille démocratie parlementaire se trouve finalement, son Parlement se trouve désavoué par un référendum populaire, et un Premier ministre qui n'a pas été élu démocratiquement par le peuple, mais de manière indirecte... Même pas par son parti. Même pas par son parti, est en train de négocier. Alors moi, il faut m'expliquer où est la démocratie. J'ai toujours pas compris. Ça rajoute... pas passer devant le Parlement. Mais sur les négociations, on a l'impression effectivement que les Européens, à un moment donné, dit à Theresa May, bon alors maintenant, vous nous donnez une date, effectivement le 31 mars. Donc que souhaitent les Européens? Que ça se passe rapidement, c'est ce qu'ils affichent. Oui. Est-ce que c'est réaliste de penser qu'elle va passer rapidement? On parle de l'immigration, mais il y a beaucoup d'autres dossiers, que ce soit des dossiers commerciaux, quid de la City, ça en fait un certain nombre de dossiers. Il y a des points durs qui doivent être négociés dans les 2 ans. Sinon, il y aura une sortie automatique au bout des 2 ans, vraisemblablement. Donc 2 ans, c'est tout de même une durée... C'est un délai incompressible pour négocier un accord de divorce, de retrait, il s'appelle. Voilà. Ensuite, on peut imaginer des formules transitoires, c'est l'intérêt de tout le monde, en vue de négocier, et ça va prendre énormément de temps, des accords et des relations commerciales apaisées dans l'intérêt mutuel entre les deux parties. Ça ne prendra pas 2 ans. Ça. Et c'est là que l'ambassadeur des missionnaires britanniques à Bruxelles nous dit ça va prendre une dizaine d'années. Monsieur Tusk nous dit 7 ans. Une dizaine d'années. Mais le grand mensonge de ceux qui ont fait campagne pour sortir, qui sont maintenant au gouvernement, les 3 ministres chargés de Brexit qui ont fait campagne pour sortir, le grand mensonge, c'était de faire croire à l'opinion britannique que tout ça n'était pas très grave et qu'on y arriverait, qu'on va rester dans l'Europe et que tous ces accords de commerce, encore une fois, de restons bons amis, allaient pouvoir se négocier pendant ces 2 ans. Ça n'est pas vrai. Ce qui se négocie pendant ces 2 ans, comme vous le dites, parce que c'est la bonne analogie, c'est un divorce, et un divorce plutôt pénible entre les deux parties, pas un divorce par consentement mutuel. Et alors, quid tout de même de l'Écosse? Parce que l'Écosse veut rester dans l'Union européenne, donc il y a un risque tout de même d'explosion. Il y a également un jugement qu'on attend pour savoir si le Parlement sera associé ou pas à la décision. Enfin, lorsqu'on parle de 2 ans, ça paraît très court face à toutes ces difficultés juridiques et politiques. Alors, moi, c'est la même réponse que tout à l'heure. Je vous donne toujours la même réponse. It's the economy stupid. Si dans 1 an, si l'inflation, comme tous les signes le laissent supposer, en ce moment monte, si tout d'un coup il y a des sociétés qui vraiment se délocalisent après l'enclenchement de l'article 50, il y a des sociétés qui quittent Londres parce qu'ils veulent être dans l'Union européenne, le plus grand marché du monde, on les comprend. Donc là, ça pourrait remettre en cause ce processus irréversible dont vous parlez. Les Écossais, vous savez aussi bien que moi, ils ont raflé, c'est pas UKIP qui a raflé les sièges en Écosse, hein, je rappelle à notre ami qui est avec nous, 60 sur 63 sièges à Westminster écossais sont détenus par les indépendantistes écossais. La présidente des Écossais ne demande pas mieux que l'économie se casse la gueule, et d'ici 1 an, elle dira on ne veut absolument pas être entraîné dans cette catastrophe avec les Anglais. Séparons-nous. C'est évident que c'est l'économie qui va déterminer tout. David Coburn, est-ce que finalement les Britanniques ne sont pas eux-mêmes pris de court? On a tout de même cette impression, le diable ne se loge-t-il pas dans les détails? Non, c'est ridicule ça. Ça, c'est juste les petits détails. Les choses importantes, le peuple, il avait décidé. C'est ça, c'est la démocratie. Ça, c'est le problème avec la communauté européenne. Oui, mais il y a le peuple et puis il y a l'économie, comme on vient de dire, il y a la politique et les négociations. L'économie, non, l'économie, c'est meilleur. Maintenant, nous sommes en train de partir. On ne sait pas encore très bien quel sera l'impact du Brexit sur l'économie britannique. Inclus des États-Unis. C'est très bon. À ce moment, l'économie marche meilleur qu'avant. Oui, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé pour l'instant. Inclus les États-Unis, ils veulent faire...
les Américains, ils veulent faire un deal avec nous à ce moment. Et c'est pas bien pour rester dans la communauté européenne pour nous. La décision, c'est fait. Tout le reste, c'est détail. C'est juste une question de Alors pour vous, il va prendre combien de temps ce divorce, David Coburn? Il va prendre 2 ans, 10 ans? Pour justement les membres de l'UKIP comme vous. Non, c'est possible à faire ça instantané. C'est possible mieux. Non, c'est pas. Quelques mois. C'est Grande-Bretagne, c'est le Parlement. C'est le Parlement annulé l'acte d'entrée dans la communauté européenne. Si nous annulons ça, nous partir demain. Si le Parlement veut ça. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est un challenge à les États. Nous avons le droit de demander à les Européens, qu'est-ce que tu fais? Tu fais les réglementations ou tu veux analyser cette chose et travailler avec nous? Ce n'est pas nécessaire que nous utilisions seulement l'article 50. L'article 50, ça paraît nécessaire, c'est tout de même la procédure. Alex Taylor, partir tout de suite. C'est ce que dit l'UKIP. J'écoute des gens du UKIP comme M. Coburn en ce moment. C'est sympathique de parler de chiffres, de commerce, etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont complètement concernées par cette décision. Par exemple, moi et 5 millions d'autres personnes. Je parle des 3 millions de ressortissants européens qui vivent en Grande-Bretagne et les 2 millions de Britanniques, comme moi, qui vivent en dehors de la Grande-Bretagne. Dans l'Union européenne et qui ne savons pas. Alors, si M. Coburn dit qu'on peut partir comme ça, quid de nous? Je ne sais pas. Moi, ça fait 30 ans que je vis en France, mais je ne sais pas si je peux continuer. Je vous assure, depuis pour l'instant, 6 vous êtes mois, dans le flou. J'ai vécu ça comme un deuil. J'ai perdu mon père il y a 4 ans et je peux vous dire que tout d'un coup, quand on vous retire toutes vos certitudes, est-ce que je pourrais continuer à vivre en France, travailler en France, toucher ma retraite en France? Je n'en sais rien, comme 5 millions d'autres personnes. C'est très sympathique. Mais il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je m'aime bien qu'on me le dise. Parce que ça n'a pas encore été négocié. Pour le futur. Alors pourquoi Theresa May ne dit pas tout de suite aux 3 millions d'Européens qui peuvent rester en Grande-Bretagne? Elle a toujours refusé de le dire. Pourquoi on ne me dit pas à moi, vous n'avez aucune inquiétude à vous faire? Je peux vous dire que quand on vous retire des certitudes comme ça, c'est extrêmement inquiétant et c'est très désagréable. Je ne sais pas si je peux rester avec ma vie actuelle comme 5 millions d'autres personnes. C'est très sympathique pour le monsieur du KIP de faire campagne là-dessus et de dire nous partons tout de suite, il n'y a aucune conséquence. Il y a des conséquences directes pour 5 millions de personnes déjà comme moi. Et je peux vous dire que c'est extrêmement désagréable. Et vous êtes dans le flou. Jean-Dominique Giuliani, il y aura un Conseil européen les 9 et 10 mars, justement, sur le Brexit. Alors, que va-t-il se passer à ce Conseil européen pour avancer un peu? Écoutez, je crois que les Européens sont assez unis sur une stratégie. Ils vont essayer de définir un peu plus en détail ce qui est essentiel, leur ligne rouge. Alors, quelle est la ligne rouge? Je crois que la ligne rouge, c'est, comme le disait Pierre, c'est la libre circulation et l'accès au marché unique. Les Britanniques, dont M. Coburn, sont persuadés qu'ils vont pouvoir continuer à vendre leurs produits aux mêmes conditions dans le marché européen. Non, M. Coburn, vous êtes un homme d'affaires qui va être grugé par votre propre vote. Vous ne vendrez pas aux mêmes conditions vos produits, ou alors vous allez accepter que les 3 millions de citoyens européens qui vivent au Royaume-Uni vivent comme des Britanniques, parce que vous avez signé un traité il y a 40 ans qui engage le Royaume-Uni et qui aujourd'hui se désengage et renie sa parole. Donc ils ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Le beurre et l'argent du beurre, il y a une expression britannique qui s'appelle cake and eat it. C'est ça, ce n'est pas possible. La communauté européenne exporte. Monsieur, la communauté européenne exporte plus à Grande-Bretagne que nous exportons. C'est totalement faux. C'est l'inverse. C'est les industries de France et d'Allemagne. L'industrie automobile britannique ne peut pas produire sans les importations d'Allemagne ou de France. Enfin, il y a une interdépendance très forte, de toute façon, entre tous ces pays européens. Ce chiffre-là n'a aucun sens, qui a été rabâché pendant la campagne par les gens. Il n'a aucun sens, ni économique, ni intellectuel. J'ai bien peur que des gens comme M. Coburn ait passé trop de temps dans des cours de nostalgie à l'école plutôt que des cours de mathématiques. Je vais vous donner tout de suite une règle mathématique très simple. Quand vous avez 27 contre 1, 27 en général, ils ont beaucoup de chances de remporter plus que le pays solitaire. Oui, sauf que 27, c'est quand même, ils sont très divisés, ils s'entendent pas entre eux. 27. Ils ne sont pas divisés là-dessus. Non, ils ne sont pas divisés là-dessus. Peut-être les Français peuvent partir.
Non. La vieille tarte à la crème des divisions européennes. Il y a certaines personnalités politiques qui prônent une sortie de la France de l'Union européenne. Oui, c'est un autre débat. Mais en tout cas, sur la question de l'attitude à adopter face au Brexit, il n'y a pas de division européenne. C'est même d'ailleurs plutôt une surprise qu'on peut avoir depuis 6 mois, plus de 6 mois maintenant. C'est que les Européens avancent, enfin derrière la Commission, derrière l'équipe de Michel Barnier, mais avancent plutôt en ordre serré. Et le derrière l'Allemagne et la France. Dans les pays monte dans tous les pays en ce moment parce qu'on voit ce que c'est que la catastrophe du Brexit. Le sentiment pro-européen. Enfin, en même temps, vous avez une montée du populisme, au contraire, hyper nationaliste. Et regardez la montée du discours de montée du protectionnisme. Il y a beaucoup de sentiments contre l'euro, mais les Italiens restent toujours à 70% pour rester dans l'Union européenne. Il faut manier les sondages avec précaution, mais un sondage qui a été fait il y a une dizaine de jours dans tous les pays européens notre allié, les 5 étoiles. Dans tous les pays européens, y compris le Royaume-Uni, les opinions aujourd'hui veulent rester en Europe. Gagne les élections en Italie. Qui a gagné les élections en Italie. En tout cas, les sondages, donc disait Pierre Briançon, c'était un référendum, ce n'était pas les élections. Voilà, montrent que les populations européennes sont attachées, en tout cas, à l'Union européenne. Mais je repose tout de même cette question. Kim taraude, y a-t-il encore une possibilité que ce Brexit, finalement, ne se fasse pas, qu'il y ait un ensemble de négociations en cours, qu'effectivement, on essaye ici et là de modifier 2 ou 3 choses, mais au final, que ça ne se fasse pas, qu'il n'y ait pas véritablement de divorce, Jean-Dominique Chedien. Si les affaires sont trop compliquées et si les Britanniques continuent à être aussi mal préparés, aussi confus, c'est-à-dire ne sachant pas s'il faut donner raison au Parlement britannique ou au peuple britannique, n'ayant pas la capacité de poser sur la table des demandes raisonnables en vue de négociations constructives. Tout est possible, à mon avis, parce qu'à ce moment-là... Donc vous n'excluez pas totalement, non, parce qu'on peut dire des choses et ne pas les faire. Parce que les dégâts au Royaume-Uni peuvent être absolument considérables. M. Cameron, il demande... Attendez, laissez-le terminer. Et si les dégâts sont considérables, moi je ne suis pas britannique, mais des à ce moment-là, on peut très bien avoir des élections générales ou peut-être une véritable demande du peuple britannique de ne pas régresser sur le plan de revenir donc sur le résultat de ce référendum. David Coburn, je voudrais que vous réagissiez à cela. Ce Brexit peut-être ne se réalisera jamais? Absolument pas. Je suis sûr que nous avons eu Brexit parce que la majorité des gens, ils veulent partir. Et c'est absolument décidé par les gens britanniques. Le gouvernement, il veut ça. Il avait UKIP à derrière de le gouvernement pour assurer que ça passe. Et c'est impossible, ça change. Et quelqu'un avant, il discute d'Écosse. 40% des Écossais, c'est pour partir de la communauté européenne. Et plus Écossais voter pour rester dans le Royaume-Uni que reste dans la communauté européenne. Mais ça peut changer, David Coburn, ça peut changer. Grande-Bretagne veut partir. Ça peut changer. Les opinions changent. Non, c'est pas possible. Ça peut changer dans 1 an, dans 2 ans. Ouais, la communauté européenne toujours... Non, le communauté européenne, toujours, tu votes, jusqu'à vous avez le vote qu'il veut. Well, non, nous ne sommes pas Irlande, nous ne sommes pas la France, c'est Grande-Bretagne. Ce n'est pas possible de faire ça. Les Britanniques, ils avaient décidé de partir. Ça, c'est la décision du peuple. Fini. Voilà, alors, Alex Taylor, est-ce que vous, qui appartenez au peuple britannique, est-ce que vous pensez qu'il y a une chance que le Brexit, oui, vous êtes européen comme nous tous d'ailleurs autour de cette table, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un revirement de situation, justement dû à la situation économique, dû aux difficultés de négociation et que finalement ce Brexit affiché ne se réalise pas? Une chose qu'on n'a pas encore évoquée, mais qui pour moi est le nerf de la guerre, c'est qu'il manque pour le moment, je dis bien pour le moment, une véritable opposition en Grande-Bretagne. Parce que le parti travailliste de Jeremy Corbyn est de plus en plus à gauche, mais a de moins en moins d'influence. Parce que Jeremy Corbyn, par exemple, a fait vaguement campagne poussée par ses députés pour rester, mais tout le monde sait qu'il était plutôt pour partir. Il y a un énorme trou, pour le moment, au milieu centriste et pro-européen. Quand l'économie va commencer à aller mal, comme ça commence, selon ma belle-mère, ce mois-ci, dans les supermarchés, si d'ici quelques mois, ça continue à aller mal, ce centre-là va grandir, il va y avoir un véritable appel, parce que la nature a
horreur du vide politique, il va y avoir un grand mouvement, et je pense que Jeremy Corbyn, qui a été désavoué, c'est très important, qui a été désavoué le leader du Parti travailliste, il faut le rappeler, qui a été très ambigu au moment mais qui a été désavoué hier par son principal bailleur de fonds, l'un des plus grands syndicalistes du pays, hier. Donc si lui, il part, ce qui ne saurait tarder à mon avis, il va y avoir une véritable opposition contre le Brexit. Et là, les choses vont changer. On peut penser à un deuxième référendum ou peut-être à d'autres élections si, encore une fois, l'économie va mal. D'autant que n'oublions pas que 48% des Britanniques ont voté pour rester. Ceux qui avaient le droit. Ça demande, il suffit que 2% de l'opinion britannique changent d'avis pour que finalement les proportions s'inversent. Les jeunes de 16-18 ans n'avaient pas le droit de voter dans un référendum. On a vu à quel point l'opinion est versatile aujourd'hui. C'est perfide Albion. Donc qui peut dire Messieurs, tu comprends rien au sujet. Ah bon, qui ne comprend rien au sujet? Je ne comprends rien au sujet de la démocratie. J'ai des excuses. La démocratie, je pense que si, mais j'ai des excuses si je ne comprends rien à ce que veut le gouvernement britannique, en tout cas. Perfide Albion. Des communautés européennes, tu veux voter, jusqu'à il y avait la décision qu'il veut. Et vous êtes le même, monsieur. Vous êtes les technocrates. Mais les peuples, adorent les choses comme ça. J'essaie de vous expliquer que les peuples ont le droit de changer d'avis. Non. Les peuples ont le droit de changer de gouvernement. Les peuples ont le droit de changer d'avis. C'est la définition de la démocratie. La décision, c'est fait, monsieur. C'est pas comme la France. C'est pas comme Irlande, qui chaque fois il fait une décision, la communauté européenne c'était le résultat d'un référendum. Merci beaucoup à tous les quatre. C'est la fin de ce débat. Merci James Coburn, merci Jean-Dominique Giuliani, Pierre Briançon. Merci à vous Alex Taylor. C'est la fin de ce débat. Tout de suite, un œil sur les médias. Anthony Saint-Léger, bonsoir Anthony. Bonsoir alors à 3 mois du Brexit, on en parlait, Ivan Rogers, l'ambassadeur britannique de l'Union européenne qui a démissionné. Donc on a vu le débat que ça vous pouvait provoquer sur ce plateau. Y a-t-il le même débat sur les réseaux sociaux? Eh bien oui, parce qu'on en a profité ce soir dans un mail adressé au bureau qui représente le Royaume-Uni à l'Union européenne. Eh bien le manque d'expérience de Londres en matière de négociation, c'est lui aussi, rappelons-le, qui avait créé un petit peu la polémique le mois dernier lorsque une fuite de ses propos tenus devant des ministres britanniques estimait que justement les négociations sur le Brexit pouvaient prendre jusqu'à 10 ans plus exactement. Alors sa démission a d'abord été saluée dès hier par ce compte officiel Leave.eu. C'est le temps de l'optimisme désormais, nous disait ce Brexiteur, ce compte Brexiteur, autre Brexiteur notoire évidemment, Nigel Farage du UKIP, qui saluait cette décision et qui en appelait à un changement aussi de toute l'équipe. Certains se sont même posé la question pourquoi cette démission n'arrivait que maintenant. C'est le cas de l'hebdomadaire conservateur Spectator ou encore de cet autre internaute qui estime qu'il a tout simplement été un mauvais négociateur et que de toute façon il aurait dû partir de manière plus rapide et beaucoup plus tôt. Ce n'est pas vraiment le sentiment de Charles Grant de ce think tank qui estime que justement la démission de Rogers va compliquer les choses et que les conditions pour un bon deal entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sont de plus en plus difficiles à obtenir avec cette démission. Justement, du côté européen, on a réagi aussi, notamment Guy Verhofstadt, un député belge qui représente aussi le Parlement européen dans le cas de ces négociations, qui salue un homme qui savait de quoi il parlait. Alors justement, ce fin connaisseur de Bruxelles a été salué aussi par cette analyse qui estime que c'est justement pour ça qu'il paraissait souvent pessimiste et pour lui, il était avant tout réaliste parce qu'il savait de quoi il parlait. Et justement, ce pessimisme a souvent été reproché à Rogers, comme en témoigne ce dessin où l'on voit « J'en ai marre que tu bavardes, où est ta positive attitude ?» On les voit tous les deux sur le Titanic, comme si le bateau était de toute façon voué à couler. Alors en France, c'est le candidat à la primaire de gauche, Vincent Peillon, qui a fait une comparaison qui passe pas très bien. Oui, interrogé chez nos confrères de France 2 hier soir, il a lié le sort des musulmans d'aujourd'hui au sort des juifs sous Vichy. Écoutez. Ceux qui ont fait la laïcité, Ferdinand Buisson, Jean Jaurès, ont toujours veillé
à ce que ce soit un instrument de liberté. Si certains veulent utiliser la laïcité, ça a déjà été fait dans le passé, contre certaines catégories de population. C'était il y a 40 ans les Juifs à qui on mettait des étoiles jaunes. C'est aujourd'hui un certain nombre de nos compatriotes musulmans qu'on amalgame d'ailleurs souvent avec les islamistes radicaux. Alors la laïcité à l'origine de l'étoile jaune, c'est une comparaison maladroite qui a été très très mal perçue sur les réseaux sociaux. Rapidement, d'abord le CRIF qui a dénoncé une instrumentalisation de l'histoire de la déportation. Cet historien qui a préféré ironiser en attribuant un 1 sur 20 à Vincent Peillon, lui-même agrégé d'histoire, rappelons-le. Cet autre internaute qui a estimé il se posait la question de savoir si ce n'était pas un calcul du candidat. Dans les cas, c'était soit minable, soit inquiétant. Réaction politique, bien évidemment, ce jeune républicain qui estime que c'est une gaffe impardonnable. Directement visé, le FN, par ses propos. Le vice-président du parti frontiste, Florian Philippot, estime que Vincent Peillon devrait même renoncer à sa candidature. À gauche, le député Eduardo Rian-Sipel, partisan de Vincent Peillon, estime que c'est une polémique stérile, rappelant que Vincent Peillon a précisé ses propos dans l'après-midi. Voilà ce qu'il disait sur Twitter. Il précisait qu'il avait avant tout voulu dénoncer la stratégie de l'extrême droite, comme elle le faisait, par exemple, selon lui, avec les musulmans, entre les musulmans et les islamistes radicaux. Rapidement, Anthony, en Chine, la pollution à Pékin inspire toujours les internautes. Oui, et notamment le Britannique Chas Pop qui réside et travaille en Chine avec ces images. On va les regarder. Ce sont 20 minutes accélérées en seulement 12 secondes. Ça a été pris d'un haut du gratte-ciel. Et on voit Pékin recouvert en même pas 12 secondes, donc 20 minutes en temps réel, d'un épais brouillard jaune du fait des émissions de particules fines. Alors on le sait que Pékin est souvent soumis à ces pics de pollution. Et puis on le sait aussi que le week-end dernier, par exemple, les vols ont été tout simplement annulés du fait du manque de visibilité. Merci Anthony, fin de cette édition. Restez avec nous, un nouveau journal tout de suite.